À partir du moment où vraiment le programme de colonisation est officialisé par Louis XIV, il y a une trentaine de personnes sur l'île, mais seulement 3 femmes. En comprenant l'histoire de la Réunion, la place de la femme dans l'histoire de la Réunion, qu'est-ce qu'au XXIe siècle, l'idée c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer le bien vivre ensemble entre hommes et femmes. On essaiera toujours de comprendre quelle est la flamme de la femme. Et cette question-là, elle se pose toujours parce que, quelle que soit la société de ce monde, la femme pose toujours la question de sa place. Cette place n'est pas respectée. L'équilibre n'est pas fait. Et l'homme ne respecte pas la femme, d'une façon générale. Bonsoir, Corinne Salvant-Mareux. La femme se bat toujours pour qu'on la respecte en tant que telle. Et dans l'histoire de la Réunion, c'est un paradoxe. On a commencé par la respecter, mais après, ça n'a plus marché. Pourquoi ça n'a plus marché ? Parce qu'il y avait... Lorsque les hommes ont eu suffisamment de femmes sur cette terre, là, on sait très bien que tout ce qui est rare est cher et tout ce qui est abondant n'est pas cher. C'est à se demander du coup si la démographie d'aujourd'hui, on en est à combien au niveau homme-femme pour le coup ? À un moment donné, je savais que dans les années 90, on était à 1 homme pour 4 femmes sur la Terre. Ici, je sais qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais combien, je ne pourrais pas donner le rapport de force. D'après les recherches historiques que j'ai pu effectuer, les premières femmes qui ont été amenées sur l'île, justement dans un programme de colonisation pérenne, avait été pris par la Compagnie des Indes. Madagascar et de l'Inde, je crois. De l'Inde portugaise, Madagascar, Inde portugaise et un petit peu de France. Ouais. Et sous le règne de Louis XIV. Et effectivement, on avait très peu de femmes au début. On avait 3 hommes pour une seule femme. Mais les premières femmes, du coup, ont engendré beaucoup de filles. Oui. Plus de filles que d'hommes. Il fallait dire aussi qu'à l'époque, avoir 8 enfants dans une famille, c'était quelque chose de très courant. Oui, très courant. Beaucoup de premières femmes de la Réunion qui ont été apportées sur l'île dans ce cadre-là pour ce programme de colonisation. Elles ont majoritairement eu entre 8, voire plus aussi pour certaines, jusqu'à 12 enfants par mariage. Mais avec un seul mari. Donc après, il y avait aussi des remariages. Alors c'était le cas de la première fille réunionnaise née sur la terre de la Réunion. Il s'agit d'Anne Mousse, qui va épouser d'abord un monsieur Tessier. Elle aura 8 enfants. Après, elle va épouser un Grondin, je crois. Si je ne peux pas me tromper. Mais elle épousera donc une autre personne, et avec qui je ne sais pas combien d'enfants elle aura. Mais je sais que l'époque, c'était d'avoir 8 enfants. Bon, c'est vrai aussi que ce qui était vrai, c'était la mort infantile qui était quand même assez importante. Oui, et puis les femmes aussi, il ne faut pas oublier qu'elles étaient mariées très très jeunes, à partir de 10 ans pour certaines même. Exact. Donc c'était 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, et forcément, arrivé à la période des règles, bon, c'est différent en fonction des femmes, mais bon, dès l'apparition des règles, c'est clair que la femme, du coup, était amenée à pouvoir enfanter, avec toutes les conditions sanitaires et sociales aussi qu'on connaît de cette époque-là. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de la Réunion, son évolution, on ne peut pas dire que la femme a tenu une place qui a marqué l'histoire. Si, on peut dire qu'elle a tenu une place qui a marqué l'histoire. Si, elle a marqué l'histoire, la place de la femme. Parmi les grands noms qui ont marqué l'histoire, ouais. je parle de ça. Ouais. Je ne dis pas qu'elle n'a pas tenu un rôle, c'est pas mon propos, mais quand on regarde l'histoire, on ne peut pas dire, mais comme dans toutes les histoires, il n'y a pas eu de grands noms dans l'histoire, de beaucoup de noms de femmes dans l'histoire de France. Oui, ça changera au fur et à mesure. Je pense que on a déjà une génération de femmes qui lèvent le voile sur les noms oubliés de l'histoire, que ce soit dans le secteur de la science ou dans le secteur religieux ou dans le secteur du monde de l'entreprise. Donc, je pense qu'à un moment donné, on aura de plus en plus de femmes ou même des hommes qui contribuent à ça, des chercheurs, qui mettent en lumière que non, tel procédé en fait avait été découvert par une femme et c'était un homme qui a volé la vedette pendant des décennies sur l'histoire. Ouais. Donc dans l'ordre, je suis remontée dans mes recherches à 1646. Donc pendant 17 ans, entre 1646 et 1663, on a sur l'île très très peu de personnes, mais parce qu'elles viennent par à-coups, par petites périodes de 3 à 4 ans. Donc il y a un groupe d'une dizaine de personnes qui vadrouillent sur l'île pour voir si c'est viable, qu'est-ce qu'on fait ou que vaut cette île vierge finalement. Donc en 1646, on a que des hommes qui viennent essentiellement de Madagascar, notamment les 12 colons rebelles qui avaient été envoyés. Par punition. Oui, par punition, parce que ça se passait mal sur Madagascar. Et d'ailleurs, c'était pas forcément des Malgaches.
C'était des Français, voilà, les colons français qui avaient été envoyés sur Madagascar. Ça se passait mal sur Madagascar. Ils refusaient l'obéissance, la soumission pour faire ce qui leur avait été confié. Et donc, par punition, effectivement, on les a fait basculer sur l'île par punition. C'était une sanction. Voilà, oui, c'est la sanction, mais en même temps, c'est mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? Allez hop, on va les envoyer. Ils vont être les testeurs. Pour ne pas les tuer, on les a envoyés. Ils vont être les testeurs. 1654, donc 8 ans plus tard. On envoie quelqu'un aux nouvelles pour voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Oui. On envoie du monde aux nouvelles. Et là, du coup, on se retrouve avec un groupe de 14 hommes qui viennent sur l'île, avec 8 Français et 6 Malgaches. 17 ans plus tard, en 1663, Louis Payen, donc de la compagnie, qui arrive sur la Réunion avec une initiative. Ouais. Et il prend l'initiative de commencer une colonisation réelle pour développer un quota humain sur l'île. Pour essayer de créer, je dirais, une petite communauté sur l'île. Yes. Et il arrive avec plusieurs femmes. Et il arrive avec une poignée de femmes, parce qu'on avait 3 femmes malgaches au début. Ouais. 3 femmes malgaches parmi 11 personnes. Donc là, déjà, on avait une disparité numérique. Il y a 2 Français, donc lui et quelqu'un qui l'accompagne. Oui. Et donc, après, il y a des Malgaches. Et il y a 3 femmes malgaches. Oui. Ouais. En 65, il y a aussi des hommes malgaches. Oui, il y a aussi les hommes. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que là où ça va poser un problème, c'est le partage des femmes. Exact. Ça va être le partage des femmes. Et ça a mal se passer. Donc en 1965, donc 2 ans plus tard, comme Louis Payen a pris cette initiative, Louis XIV officialise réellement au niveau administratif ce programme de colonisation. Et donc là, ça y est, commence en fait l'arrivée massive de faire venir un maximum de monde sur l'île. Et effectivement, on le disait tout à l'heure, le maximum de personnes viennent de Madagascar, des Indes portugaises, d'où certains noms de familles qu'on retrouve, Texera, etc., sur l'île en grande partie. Et puis, un peu de France. Alors, juste dire aussi que quand on envoie ces 12 personnes qui ont été sanctionnées à Madagascar sur l'île, c'est le fait qu'ils se soient adaptés à l'environnement. L'île avait de l'eau, il y avait de la nourriture, il y avait des animaux. Les 12 qu'on a sanctionnés, finalement, ils étaient en vacances. Bah oui, ça devait être une très jolie sanction, finalement. Voilà. On est libre. On ne voulait pas écouter, on nous lâche sur une île où, au final, on fait ce qu'on veut, quasiment. Et quand les gens viennent prendre de leurs nouvelles et ils découvrent qu'ils vivent bien, c'est là qu'ils se rendent compte que l'île, c'est viable. Elle est viable. Voilà, elle est viable. Elle est viable et qu'il y a quelque chose à en faire et que ça peut devenir une puissance, du coup, territoriale pour la France, pour la souveraineté. La preuve que cette île va créer quelque chose, c'est que les Français et les Anglais, au fil des années, vont se la disputer. Ils vont se la disputer, effectivement. Tant mieux, hein. Non. C'est qu'on a ce qu'il faut. Donc ensuite, 2 ans plus tard, à partir du moment où vraiment le programme de colonisation est officialisé par Louis XIV, on a, sous impulsion française, donc à ce moment-là, il y a une trentaine de personnes, quota humain sur l'île. Pour essayer de créer, je dirais, une petite communauté sur l'île. Yes. Et il arrive avec plusieurs femmes. Et il arrive avec une poignée de femmes, parce qu'on avait 3 femmes malgaches au début. Ouais. 3 femmes malgaches parmi 11 personnes. Donc là, déjà, on avait une disparité numérique. Il y a 2 Français, donc lui et quelqu'un qui l'accompagne. Oui. Donc après, il y a des Malgaches. Et il y a 3 femmes malgaches. Ouais. En il y a 65, aussi des hommes malgaches. Oui, il y a aussi les hommes. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que ça va poser un problème, c'est le partage des femmes. Exact, ça va être le partage des femmes. Et ça a mal se passer. Donc en 1965, donc 2 ans plus tard, comme Louis Payen a pris cette initiative, Louis XIV officialise réellement au niveau administratif ce programme de colonisation. Et donc là, ça y est, commence en fait l'arrivée massive de faire venir un maximum de monde sur l'île. Et effectivement, on le disait tout à l'heure, le maximum de personnes viennent de Madagascar,
des Indes portugaises, d'où certains noms de familles qu'on retrouve, Texera, etc., sur l'île en grande partie, et puis un peu de France. Alors, juste dire aussi que quand on envoie ces 12 personnes qui ont été sanctionnées à Madagascar sur l'île, c'est le fait qu'ils se soient adaptés à l'environnement. L'île avait de l'eau, il y avait de la nourriture, il y avait des animaux. Les 12 qu'on a sanctionnés, finalement, c'était un petit peu, ils étaient en vacances. Bah oui, ça devait être une très jolie sanction finalement. Voilà. On est libre. On voulait pas écouter, on nous lâche sur une île où au final on fait ce qu'on veut quasiment. Et quand les gens viennent prendre de leurs nouvelles et ils découvrent qu'ils vivent bien, c'est là qu'ils se rendent compte que l'île, c'est viable. Elle est viable. Voilà, elle est viable. Elle est viable et qu'il y a quelque chose à en faire et que ça peut devenir une puissance du coup territoriale pour la France, pour la souveraineté. La preuve que cette île va créer quelque chose, c'est que les Français et les Anglais, au fil des années, vont se la disputer. Ils vont se la disputer, effectivement. Tant mieux, hein, non? C'est on a ce qu'il faut. C'est là qu'ils se rendent compte que l'île, c'est viable. Elle est viable. Voilà, elle est viable. Elle est viable et qu'il y a quelque chose à en faire et que ça peut devenir une puissance du coup territoriale pour la France, pour la souveraineté. La preuve que cette île va créer quelque chose, c'est que les Français et les Anglais, au fil des années, vont se la disputer. Ils vont se la disputer, effectivement. 2 ans plus tard, à partir du moment où vraiment le programme de colonisation est officialisé par Louis XIV, à ce moment-là, il y a une 30aine de personnes sur l'île, mais seulement 3 femmes. Ouais. Déjà à ce moment-là. 2 ans plus tard, en 1967, là, on fait venir 32 femmes françaises, soi-disant volontaires, qui ont candidaté auprès de la Compagnie des Indes. En tout cas, c'est ce qui est dit, mais c'est vraiment pas certain. Mais sauf que la traversée est rude, très très rude, et à l'arrivée, il n'en reste que 5 Françaises qui arrivent sur l'île pour rejoindre les 3 femmes déjà présentes sur l'île. Ouais. Et on a toujours donc une disparité démographique encore à ce moment-là. Oui. Jusqu'à ce que, après l'épisode de Fort-Dauphin, de ce bateau qui arrive avec beaucoup de femmes, ça va quand même leur donner l'idée de ramener après à La Réunion, dans les mêmes conditions, d'autres femmes. Ce n'est pas pour autant que la solution est trouvée. Parce que le problème avec la route des Indes de Colbert, qui se met en place entre-temps, c'est qu'ils vont chercher à faire de La Réunion un comptoir. Oui, un comptoir, c'est-à-dire c'est-à-dire que la route des Indes, c'est pour amener les épices. Un comptoir économique, finalement, territoire d'échange. Le café, entre autres. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je disais qu'ils ne cherchaient pas à venir vivre sur cette île-là, mais à installer un endroit où ils pouvaient utiliser les richesses. Utiliser les richesses tout en y apportant la main-d'œuvre qui va exploiter au mieux et dupliquer au mieux ces richesses locales. Et c'est pour ça qu'ils s'enrichissent, ils vont devoir développer l'esclavage. Exact. Et donc on y arrive entre 1965 et 1671, c'est-à-dire en 6 ans. Ça y est, l'île passe d'un groupe de 30 personnes, d'une trentaine de personnes, à 100 habitants. Ça y est, ça commence. L'île est en train vraiment d'être dans un développement colonial avec les naissances, les mariages, etc. Et puis ça permet aussi à la France d'avoir, à côté de Madagascar, d'avoir un territoire, je dirais, d'appui au cas où les Français qui arrivent à Madagascar ne sont pas toujours accueillis la fleur au fusil. Et d'ailleurs, à un moment donné, à travers mes recherches, j'ai vu que, sans le vouloir, que Madagascar est devenu partie prenante du succès de la Réunion, finalement, qui a fait de la Réunion une grande île. Parce que l'origine même de ces colons qui étaient rebelles sur Madagascar ont été envoyés sur la Réunion. Parce que Madagascar, quand on regarde l'histoire de Madagascar a souvent revendiqué son autonomie, son indépendance. Donc, quand arrive l'indépendance en 1961, je veux dire qu'il y a quand même eu beaucoup de batailles, beaucoup de rébellions. Mais ça remonte aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, quand Payen quitte Madagascar, c'est parce qu'il y a eu quelques problèmes posés dans sa présence, y compris avec les Français, d'ailleurs. Oui, et c'est là où, du coup, les deux destins, le destin de Madagascar et de la Réunion, s'entremêlent. Ouais. Ils s'entremêlent. Mais ça va beaucoup plus loin. Parce que la base du peuplement réunionnais, c'est Madagascar, la France et aussi l'Inde. Oui. C'est les 3. Oui. C'est pour ça que ça complique un peu le point de départ, je dirais. Oui, ça complique le point de départ en matière de nombre d'hommes pour femmes, ce ratio. Et puis je pense qu'il en ressort qu'il y a eu effectivement un impact
du coup, sur la relation homme-femme dès le début. Oui. Puisque autant on pourrait se dire que paradoxalement la femme a été apportée sur l'île pour pouvoir mettre au monde et peupler, donc elle devient mère porteuse. Mère porteuse, mais du coup, justement, est-ce que cela a nécessité un grand respect de la part des hommes parce que la femme était vue comme une déesse et la partie prenante de réussir cette mission coloniale de peuplement de l'île, ou est-ce qu'au contraire, on a eu affaire à de la violence et de la soumission parce que tu dois faire ce qu'on te dit, tu es au service d'un projet social, sociétal, donc avec beaucoup de violence et de soumission peut-être à l'époque. Ça nécessiterait... Peut-être le respect, parce que même Anne Mousse, qui était une femme malgache, donc une femme noire, qui a épousé un blanc, je veux dire, elle était vraiment respectée. Hein. Il y a même, elle avait accès à l'église, elle avait accès à ce moment-là, la femme, le fait qu'elle était rare comme individu, elle était respectée. C'est après que ça va évoluer, parce que à partir du moment où je ne sais pas à quel moment, mais les colons vont débarquer et ils auront besoin de main-d'œuvre. Et pour la main-d'œuvre. Eh ben, on se reproduit. On fait des enfants. Exactement. Et on fait des mariages. Ouais. Et blague à part, on le sait, hein, l'alcool est un fléau sur l'île au niveau social. D'ailleurs, dans toutes les sphères sociales, hein, dans toutes les catégories sociales professionnelles. On a retrouvé un rapport du père Bernardin de 1686 qui précise dans son rapport « Les habitants boivent trop ». Et il explique que cela pourrait être justement dû au fait que la femme était en manque, enfin que les hommes étaient en manque de femmes, et donc pour noyer leur ennui dans l'alcool. Comme quoi les temps ont changé. Aujourd'hui, dans les couples, il y en a un qui boit à cause de l'autre. C'est ça. Sous forme d'influence, effectivement. Ou d'autres choses. Allez, on va continuer. On est sur quelle année ? Alors, on est sur 1710, donc pendant les 47 ans entre 1663 et 1710. Donc pendant ces 47 années-là, on a toutes ces femmes qui viennent de Madagascar, d'Inde portugaise et de France pour être mariées aux colons. On a quand même une disparité. Et il y a un effet surprenant, justement, qui expliquerait cette tolérance qu'on a aujourd'hui sur la réunion de mixité culturelle, religieuse, etc. C'est justement dû au fait que dès le départ, la Réunion est une île où on importe des personnes, des êtres humains de part et d'autre de différents pays, donc de différentes cultures, et qui auront un rôle différent aussi sur l'île. Et ça, on ne le retrouve pas, par exemple, à Maurice ou aux Antilles, où il y a très peu de mélange. Et le mélange est très mal vu, d'ailleurs, en Guadeloupe, en Martinique, etc. A contrario, c'est ce qui fait la spécificité de l'île de la Réunion, de pouvoir avoir cette grande tolérance-là de mixité. C'est vrai que, ne serait-ce qu'au niveau de l'esclavage, déjà, les individus qui sont venus à la Réunion, ils ont été enlevés de leur village un peu partout sur l'Afrique. Déjà, d'une part, je pense qu'ils ont oublié d'où ils venaient, mais comme ils ne viennent pas que ce soit du Mozambique, de la Tanzanie, du Sénégal, du Bénin, ça fait quand même du monde qui se retrouve avec même s'ils sont noirs, ils ne sont pas des mêmes traditions, on apprend à vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose que le Réunionnais a dû apprendre. Dû apprendre. Ou peut-être que c'était déjà instinctif, étant donné que tout le monde était dans le même bateau. Tu viens d'où ? Aussi. Tout le monde est venu me chercher. Voilà, il faut que je me marie à monsieur untel. Oui, et pour les femmes, c'est vrai. Et pour les femmes, du coup, il y avait une forme de soutien. Quelque chose qui va encore accélérer, c'est que les femmes noires esclaves vont quand même porter les enfants des maîtres qui vont les violer, qui vont les forcer à des relations sexuelles. Donc, ça va apporter, le métissage va obliger les gens, quelque part, à vivre aussi ensemble. Oui, à faire preuve de tolérance et de soutien. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de viols, mais il devait certainement aussi y avoir quelques relations réelles, des vraies histoires d'amour entre maîtres et esclaves. Et c'est ce qui explique aussi à quoi certaines femmes ont reçu en héritage de devoir gérer toute la propriété du colon. C'est une façon de les émanciper. De les émanciper et de les valoriser aussi. Même si on ne peut pas les sortir de l'esclavage, on ne peut pas les sortir de leurs conditions, on leur donne quand même un peu de moyens parce qu'ils ont porté l'enfant, parce qu'ils
il veille quand même à l'enfant de ses... Oui, après, je pense que, alors valoriser, j'ai l'impression que le terme est légèrement péjoratif, parce que c'est comme si qu'on lui donnait quelque chose à faire, on lui confie une tâche sans pour autant croire que c'est juste pour l'encourager. Oui. Alors au contraire, je pense vraiment qu'un colon qui aurait transmis à son épouse, esclave à l'origine ou pas, c'est qu'il a bien vu aussi que, parce qu'ils auraient très bien pu créer la carte de l'association et transmettre ça aussi à un autre colon qui prenne le relais, vendre et puis acheter les terres, etc. Mais certaines femmes ont été mises à la tête de propriétés, pas seulement par les encourager, mais bien parce qu'elles en étaient capables. Qu'elles ont prouvé Aussi, qu'elles en tout étaient à fait, capables je suis d'accord. de pouvoir manager des esclaves à leur tour, de pouvoir gérer les comptes, tenir en même temps la maison et puis les enfants, et de faire preuve d'autorité et de regagner peut-être cette phase de respect là qu'elle avait au départ quand on était encore en minorité. Aussi. Je pense que ça se tient. Ouais. Et donc jusqu'à l'abolition de l'esclavage, 1848, de toute façon, il a toujours eu un décalage démographique entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes, puisqu'au début, pendant les périodes de traite active, on avait 3 hommes pour une femme, et ensuite, on avait 2 hommes pour une seule femme, entre l'interdiction de la traite et jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Donc il y a eu vraiment une grande période de l'histoire de la Réunion où de toute façon la femme était en minorité, mais pour autant, elle avait une importance capitale. Et elle était vraiment le centre, parce que il fallait aussi qu'elle enfante pour faire d'autres esclaves pour la plantation. Exact. Parce que ceux qui étaient là déjà vieillissaient et devaient bien sûr après disparaître. Il fallait trouver une population qui allait remplacer. Et c'est pour ça que la femme esclave qui enfantait, c'était une richesse pour le maître. Pour le maître et sa propriété, une main d'œuvre. Exact. Je propose qu'on aborde l'évolution du statut de la femme après l'abolition de l'esclavage lors de notre prochaine rencontre. Oui. Et c'est quand même qu'on voit que c'est un paradoxe. La femme est moins nombreuse, elle a beaucoup plus de valeur. Et on va voir qu'à partir de 1848, que l'esclavage est aboli et que les voies maritimes sont beaucoup plus ouvertes et beaucoup plus pratiques. Et la tendance va s'inverser. On voit ça la semaine prochaine. Merci, Corinne Savomareux, en tout cas, pour ces informations-là. On va continuer là-dessus et on va essayer de voir jusqu'à ça peut nous mener. Oui. En tout cas, c'est très intéressant. Merci. Et du coup, qu'est-ce qu'au XXIe siècle ? En comprenant l'histoire de la Réunion, la place de la femme dans l'histoire de la Réunion, l'idée c'est ça, c'est au XXIe siècle, comment est-ce qu'on peut améliorer le bien vivre ensemble entre hommes et femmes ? Tout à fait. Et merci en tout cas. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.